Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle Vigie-COVID et on va parler, ça va être l'édition là, pour les superviseurs et formateurs. En fait, dans cette édition-ci, dans cette capsule-là, il va y avoir beaucoup plus d'informations que ce qu'on va laisser aux paramédics pour que vous soyez en mesure de bien répondre aux questions, si vous en avez, et en même temps connaître les outils qu'on va offrir aux paramédics, là, dont les aides-mémoires de la Vigie-COVID. On va parler là, Omicron versus Delta. C'est quoi les grosses différences? Qu'est-ce qui nous apporte à porter le N95 plus souvent? Premièrement, mais le variant Delta, ce qui était dominant il y a déjà quelques mois, mais ça se développait comme les autres COVID, principalement dans les tissus pulmonaires, bas dans les poumons, dans les alvéoles, qui créait une grosse pneumonie, les alvéoles pleines de liquide, de l'inflammation et une diminution de la perméabilité des alvéoles qui faisait en sorte que l'oxygène passait mal d'un bord et d'autre. Ça amenait les patients à être hospitalisés plus souvent, à avoir des intubations, bénéficier des services, des soins intensifs pendant très longtemps. Ces patients-là aussi, quand ils réussissaient à tousser et à expectorer la maladie, c'était des bonnes gouttelettes qui tombaient assez rapidement. Il y avait quelques aérosols à travers de ça chez les patients peu malades, mais les très malades, c'était principalement des grosses gouttelettes qui avaient de la misère à sortir du corps. Ce qui expliquait un peu que la contagion était moins élevée. Maintenant, Omicron, lui, ce qu'il aime, c'est se développer dans les tissus, principalement les bronches, mais tous les tissus des voies respiratoires supérieures. Il se développe 70 fois plus rapidement que le variant Delta le faisait dans les poumons. Et en restant principalement dans les bronches et les voies respiratoires supérieures, ça rend le monde moins malade, moins de pneumonie, mais il s'expectore tellement plus facilement parce que c'est des plus petites gouttelettes et des aérosols qu'on va expectorer qui vont rester en suspension longtemps dans l'air et sur de grandes distances. De là, les modifications là, de notre vigie COVID et aussi nos protections qu'on doit avoir, ça explique aussi la contagion qui est vraiment plus fulgurante chez Omicron. Mais le pourcentage d'hospitalisation et de soins intensifs est beaucoup réduit parce que le monde en santé sont peu ou pas malades. Les mesures de protection maintenant qu'on va devoir appliquer, on va continuer d'isoler la cabine de conduite et le module de soins avec soit la fermeture de la porte ou le vinyle entre les deux qu'on va fermer. On va mettre encore la ventilation de la cabine de soins au plus fort, ce qui va changer l'air de 30 à 40 fois à l'heure. Si on met la ventilation en arrière, la façon que ça fonctionne, la pompe va extraire l'air du module de soins en prenant l'air du module de conduite, la cabine de conduite. Donc, le conducteur ne sera jamais affecté par l'air du module de soins. Ça va tout le temps être l'air de l'extérieur qui va rentrer par la cabine de conduite et va aller dans le module de soins pour ensuite sortir. C'est quand même pas clair si un filtre n'est pas à la sortie de ça ou non. Pour ça, si vous avez des véhicules là, du type de MERS, faire attention à la sortie des bouches d'aération. Les Crestline, ce n'est pas trop un impact parce que notre matériel de désinfection se retrouve là, du bon bord de la sortie d'air. On va voir aussi, là, c'est quoi la différence entre les masques de procédure versus les N95, lesquels on doit utiliser et quand, et surtout pourquoi. On va commencer par parler des masques de procédure. La norme ASTM, là, une norme canadienne et américaine, a décrété qu'il y avait 3 niveaux de masques. Nous, en entreprise, principalement, on a les masques de niveau 2. On regarde que la filtration d'efficacité bactérienne niveau 2 et 3, c'est pareil. C'est au niveau des pressions à différentiel en plus intérieur et extérieur du masque en centimètres d'eau, c'est pareil aussi. L'efficacité de la filtration des particules qui sont à 100 micromètres et moins, c'est sensiblement pareil pour le tissu. Okay? On s'entend que c'est pas perméable au contour c'est perméable à l'air, c'est pas étanche au contour du visage. La résistance aux éclaboussements, puis au sang, puis à tout ce qui pourrait avoir de liquide, ben, est plus grande dans le masque niveau 3. Pas tant, ce qui fait en sorte que si nous, dans notre niveau de soins ordinaire, notre milieu de soins, un masque de niveau 2 est amplement suffisant. Là, le niveau 3, ça serait celui qui serait attaché avec des cordes pour avoir une meilleure étanchéité le long le tour du visage. On l'utilise en chirurgie cardiaque orthopédique parce que ou des chirurgies qui ont plus de risques d'avoir des éclaboussures de sang ou de liquide. Tandis que nous, pour ce qui est de la toux, le crachat et tout, et notre expectoration à nous, le masque de niveau 2 est amplement suffisant. Craignez pas de l'utiliser, là. La norme, vous voyez, est presque pareille. Si on parle maintenant des définitions, là, ça, c'est toutes des choses que j'ai prises sur le site de l'INSPQ. Si on parle des définitions qui ont été prises là, pour déterminer les aérosols et les gouttelettes, essentiellement, c'est la grosseur de la goutte là, qui va faire fi de si c'est un aérosol ou une goutte. On va parler de 100 microns, qui va être le cut-off. Plus petit que 100 microns, c'est des aérosols. Plus gros que 100 microns, c'est des particules qui vont être des gouttes. Anciennement, avec gouttelettes, là, mais pour les SPQ, gouttelettes et aérosols, là,
ils ont inclus dans la même catégorie. Ce qui est dommage, c'est que la CNESST n'a pas les mêmes mesures d'aérosols et de gouttelettes. C'est là qu'il peut y avoir une divergence entre les normes CNESST et les normes de l'INSPQ. La CNESST protège le travailleur, vous savez, et l'autre, le CNESST protège en milieu de soins le patient essentiellement et le travailleur de la santé. Parfois, c'est la même personne, parfois, c'est différent un petit peu. Donc, c'est pour ça que les masques P100, là, il y avait une controverse, puis sur les masques N95, comme les 9211, qui ont une valve expiratoire qu'on ne pouvait pas utiliser en milieu de soins. Donc, on retient 100 microns, c'est la particularité pour les aérosols qui vont rester en suspension dans l'air plus longtemps. Ici, là, une petite infographie tirée du gouvernement du Québec sur le site Twitter de Santé Québec, c'est l'échelle de temps pour l'utilisation des différentes méthodes de diagnostic de la COVID. On voit ici, au niveau vertical, là, c'est la charge virale, la ligne verte, la charge virale qui augmente, et la ligne jaune, c'est la protection des anticorps que le corps va créer. On a le jour où la période de contagion au jour 1, okay, ça survient 4 jours après le contact avec un cas positif, et le test rapide va déceler les symptômes peu avant le début des symptômes, qui va être aux alentours du jour 2 et 3. Le test spécial, tant qu'à lui, va déceler, là, de la minute qu'on commence à être contagieux, va déceler la charge virale même avant l'apparition de symptômes. Le test spécial, on a moins de marge de manœuvre, ce qui fait en sorte que le test rapide va être valide seulement pendant la période où on a beaucoup de symptômes. Plus tard, ça ne marchera plus, puis trop tôt non plus. Le test spécial, lui, va fonctionner beaucoup plus longtemps, va détecter une charge virale beaucoup plus faible. Et par la suite, on va avoir les anticorps qui vont augmenter, qui vont venir au bout du 14e jour, puisque la levée si on veut, anciennement, la levée de la contagion, si on veut, ou de l'isolement, faisait en sorte qu'on avait tellement d'anticorps dans le corps que la charge virale était tellement réduite qu'il n'y avait plus de contagion possible. On voit dans la période rouge qui descend, c'est la période de contagion qui irait aux alentours là, du jour 8-9 qu'on serait contagieux, puisque les anticorps vont prendre le dessus. Donc, c'est important de comprendre ça un peu, de savoir que quand on a des symptômes, on était déjà contagieux, et quand on a des symptômes, c'est le moment de faire un test rapide. Trop tôt, ça ne marchera probablement pas suffisamment bien, et trop tard, ça ne marchera pas non plus. Utilisez-le judicieusement, on en a au bureau, fait que répandez-les. Les masques N95, maintenant, on sait qu'ils peuvent être portés d'une durée de 8 à 12 heures. Ce qu'on préconise, c'est de faire un port de masque de 8 heures maximum. Si vous travaillez plus longtemps, là, pour l'instant, on recommande de ne pas dépasser 8 heures avec le même masque. Évidemment, vous avez le droit de le changer. Lorsqu'il est souillé, lorsqu'il est mouillé ou lorsque c'est difficile à respirer, vous allez pouvoir le changer sans problème. Il faut penser aussi que les particules dans les masques N95 restent emprisonnées dans la matière du masque. Donc, il y a peu de risque de transmission de la maladie d'un COVID si on le respirait l'amenant en avant. En fait, c'est anecdotique, là, ça reste pris dans le masque. Puis, si les deux partenaires ont leur masque N95, là, on est le mieux protégé du monde. Donc, la N95, pour l'instant, dû au nouveau variant Micron, à la contagion, au fait qu'il se propage par aérosol, reste la meilleure protection qu'on peut offrir désormais aux paramédics au niveau des protections respiratoires. J'ai fait récemment un aide-mémoire qu'on distribue partout pour tous les paramédics dans tous les moniteurs. C'est un condensé résumé des différents tableaux qu'on avait à travers les vigies COVID que la DMN nous a envoyés. Donc, la façon que ça se lit, je croyais que c'est important. Là, on va commencer par poser les questions dans l'ordre. Est-ce qu'il y a un test positif dans les derniers 28 jours? Si la réponse est oui, on le considère comme étant un statut COVID confirmé. On va porter les EPI COVID en fonction, avec des jaquettes, gants, lunettes de protection, masque N95, et on va utiliser nos protocoles MRSI. Là, si on se demande pourquoi 28 jours, quand je viens juste de dire qu'on est contagieux pendant 10 jours, à peu près, en fait, c'est certains patients qui ont des problèmes respiratoires sont capables de garder une charge virale ou qui ont des problèmes immunitaires, ils peuvent garder une charge virale élevée encore jusqu'à 21 jours. Et certains patients qui ont été hospitalisés aux soins intensifs sont contagieux, ont une charge virale assez élevée pour la transmettre jusqu'à 28 jours. Fait que dans un souci de sécurité, le ministère a décidé qu'on allait trancher au délai le plus long, 28 jours. Ensuite de ça, si le patient n'est pas capable de répondre parce qu'il est inconscient ou peu importe à notre questionnaire, on va considérer que le patient a un statut COVID indéterminé. On va se protéger COVID, mais on va pouvoir utiliser nos protocoles réguliers. On s'entend, si je fais une nébulisation ou un CPAP avec toutes les protections COVID qu'on a mises en place, mais il n'y a aucun risque que j'attrape la COVID. J'ai déjà mon N95, ma jaquette, je suis paré contre les gouttes, les gouttelettes et les aérosols. Ensuite, on va y aller avec le tableau clinique A qui nécessite un seul symptôme qu'on a ici.
Si c'est oui, il est suspecté, il n'y a plus de faible risque ou risque élevé maintenant, c'est suspecté, on s'habille COVID. Tableau clinique B, il y a 2 symptômes là-dedans qui sont franchement faciles à atteindre. On va être suspecté, encore une fois, on va pouvoir mettre nos EPI COVID. Si on a un lien épidémiologique, j'habite avec quelqu'un qui est positif, je suis considéré positif automatiquement, vu que la maladie maintenant, le micron, c'est aérosol. Tout le monde dans la maison, majoritairement du temps, il passe. Donc, on considère tous les habitants d'une même maison comme étant statut COVID positif dès qu'il y en a un là-dedans qui l'est. Si je côtoie une personne positive sans masque, donc je rentre, je vais faire la visite à mon beau-père qui est seul, j'ai oublié de mettre mon masque, je l'aide à s'habiller pour dire quelque chose, je suis à moins de 2 mètres, mais c'est un contact à risque. Et si je suis là plus de 15 minutes sans protection, c'est aussi considéré comme étant un contact à risque. Et évidemment, si j'ai fréquenté un milieu d'éclosion, c'est là que ça devient difficile. Un patient sorti de l'hôpital, qu'on ramène au centre hospitalier, qui a été sur une aile, qui a eu des éclosions, on le sait par la suite, on le sait à l'hôpital ou on le sait d'avance, peu importe, il va être considéré statut COVID. Ça prend maintenant seulement 2 résidents dans une résidence des personnes âgées pour considérer que c'est un milieu d'éclosion. À ce moment-là, on s'habille COVID avec le masque, la jaquette, les gants et le masque N95 ainsi que les protections oculaires et on va faire nos protocoles réguliers. La minute qu'on va faire des interventions qui génèrent des aérosols, intubation, soins de trachéo, assistance ventilatoire, que notre patient est instable, qu'il a des signes de choc, qu'il va être à risque de recevoir des traitements, on va s'habiller COVID tout de suite et on va faire nos protocoles selon l'intervention qu'on a besoin, mais on va quand même mettre notre masque N95 dans le bleu avec une jaquette. Si tout est négatif, le patient il s'est tordu une cheville, il nous appelle pour ça, il n'y a pas de COVID, il n'y a rien, même si c'est un infarctus, il y a un tableau clinique négatif, il y a un lien épidémiologique négatif, il est non suspecté de la COVID, mais dû à l'épidémiologie présentement, on va revêtir les EPI de base, donc lunettes, gants et masque N95 désormais, en tout temps. On sait, on va le porter pour l'instant tout le long du corps de travail ou presque. On va rester à l'affût de ce que nos opérations disent pour quand, comment. Mais pour l'instant, dites-vous, gardez en tête que vous devez porter un N95 la majorité de votre corps de travail, sinon l'entièreté. Et on va faire nos protocoles réguliers pour un patient qui est non COVID. En résumé, là, il n'y a pas beaucoup de situations dans lesquelles on va faire les protocoles MRSI, sauf s'il est confirmé. Tout le temps, on va porter notre N95 protection oculaire et gants. Et quelquefois, on va ajouter à ça, quand on suspecte notre patient ou qui est COVID pour confirmer, on va mettre notre jaquette en plus. Ça, c'est le verso du papier qui va être plastifié dans les moniteurs. Et à l'endos, on a un résumé plus gros que ça des protocoles MRSI que les paramédics pourront avoir s'ils ne s'en souviennent pas. Donc, on leur donne les outils, on va leur expliquer comment lire le tableau aide-mémoire, la vigie COVID. On va leur expliquer aussi pourquoi le N95 est si important désormais. Et il va être mis à jour au besoin. On envoie ça via la directrice clinique, va envoyer ça au superviseur qui va descendre ça dans les chaînes, dans les 3 secteurs pour que le message, pour l'instant, le message est unique à grandeur de la province. Donc, tout le monde va avoir le même message. S'il y a des mises à jour, on va les faire, on va faire descendre ça dans les chaînes et on va s'assurer que les paramédics soient au courant des mises à jour. On va s'assurer que vous soyez capable, si c'est plus complexe, de répondre à des questions. Je vais refaire une capsule comme ça pour être en mesure là, de satisfaire la curiosité du monde pour éviter la grogne des paramédics qui peuvent des fois ne pas comprendre pourquoi on implante des mesures comme ça. Donc là-dessus, je pense que si vous avez des questions, répondez aux questions du mieux que vous pouvez avec cette capsule-là. Sinon, mais, écrivez à vos formateurs, on va être en mesure de vous répondre, de vous appuyer. Et je pense sincèrement que l'information va diminuer la grogne et va faciliter l'acceptation de la nouvelle mesure du masque N95 en tout temps aux paramédics. C'est à prévoir, hein, les milieux hospitaliers le font, fait que c'est à prévoir, c'est une question de temps que nous, on le fasse aussi. Donc, là-dessus, je vous souhaite bonne chance. Si vous avez des questions, gênez-vous pas de nous écrire. Vous pouvez m'écrire Frédéric Gauthier-Godreau desarcom.org ou via n'importe quel autre moyen. On va répondre à vos questions le mieux possible. Bonne journée.